Mesdames et messieurs, bonjour, peut-être bonsoir. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro, je vais dire le numéro spécial. On parle justement 19 ans de Géopolis. C'est un groupe de presse que vous avez connu depuis 2006, ou avec beaucoup plus d'ambition lors de l'inauguration, le lancement de ces activités à l'hôtel Memling à Kinshasa. Et on a vu beaucoup d'invités. Et c'est un groupe de presse qui s'est donné comme objectif de promouvoir l'activité économique en RDC, particulièrement dans les secteurs miniers. Aujourd'hui, 19 ans après, Géopolis, quel chemin? 19 ans après Géopolis, où en sommes-nous aujourd'hui? Ce groupe de presse qui a traversé toutes les époques, on a parlé de l'époque de l'analogique, aujourd'hui l'époque numérique, avec tous ces bouleversements dans les secteurs de l'audiovisuel, dans les secteurs de l'information, de la communication. On en parle avec le directeur général, l'administrateur directeur général, William Albert Kaningai, qui est une star de la télévision en République démocratique du Congo. Vous l'avez connu notamment à Antenne A, où il était présentateur de l'émission restée aujourd'hui dans les annales de l'histoire de la communication en RDC, l'émission Droit à la parole. Et il a traversé toutes les époques, en tout cas. Monsieur Kalingai, bonjour. Bonjour Junior, bonjour de m'inviter sur ce plateau. Je suis un peu gêné. Moi, je suis souvent habitué à recevoir, maintenant je suis invité. Voilà, et le médecin qui doit se faire consulter par des infirmiers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, nous avons Théodore Ngandou, qui est aussi journaliste cadre à l'entreprise de Géopolis. Merci, bonjour José Junior Owawa. Bonjour à Monsieur le DG, qui est notre invité spécial aujourd'hui. C'est un honneur aussi de le recevoir dans cette émission spéciale Géopresse. Voilà, le projet a commencé un peu plus tôt, mais il a finalement matérialisé son idée. C'était le 18 février 2006. Vous savez, c'était une date aussi particulière dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notamment avec la promulgation de la constitution actuelle. Ça fait 19 ans que Géopolis s'est fait son chemin dans les secteurs miniers, dans les secteurs de l'industrie extractive, dans beaucoup de secteurs, je veux dire spécialement dans l'économie. Aujourd'hui, M. Kalingai, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée, vous qui étiez dans la télévision et investir dans la presse écrite, finalement, l'idée vous vient d'où? Merci beaucoup de m'inviter, hein, cher confrère, Junior Wawa, grand talentueux, journaliste, et Théodore Ngandou. Je suis content parce que ça fait plaisir de parler de ce que l'on a fait ensemble, parce que Géopolis, ça reste une œuvre collective. C'est difficile de raconter parce qu'il faut faire un choix entre ce que l'on veut dévoiler et ce que l'on veut garder. Ce qui est vrai, c'est que certaines choses nous habitent. On les a. Et à un moment donné, elles se manifestent. Alors, l'esprit humain a besoin d'explications. Alors, nous faisons des choix pour trouver logique ce qui nous habitait déjà. Je pense que, sans philosopher davantage, je suis journaliste de profession, de formation. J'ai toujours été intéressé par les questions économiques parce que je voulais, dans mon enfance, faire l'économie. Alors, quand je dois travailler, je suis en antenne A, je travaille toute cette période-là. Les gens la connaissent. Mais j'ai la chance de faire quand même le journalisme économique. Donc j'ai une licence en journalisme économique, mais ça remonte déjà à plus de 30 ans, donc il faut relativiser cela. Notre pays a accès en 2002 à un changement radical, c'est la promulgation du code minier. Le code minier voudrait dire que pendant une dizaine d'années, les secteurs miniers étaient en léthargie. Toutes les entreprises minières d'État étaient complètement en faillite parce qu'il n'y avait ni capitaux et même pas la capacité de lever des fonds sur le plan international. Donc en 2002, il y a promulgation du code minier. Alors le monde est en train de bouger, beaucoup d'opérateurs miniers viennent au Congo et nous observons l'actualité, nous voyons effectivement qu'il y a un changement dans les secteurs miniers. C'est comme ça que progressivement, et je voudrais ici rendre hommage à quelqu'un, monsieur qui s'appelle Alex Van Hoeken. Il était directeur général de la société qui travaillait à Mbujimaï, comment ça s'appelait, qui était avec les Zimbabwéens. Le nom va me venir rapidement. Donc il travaillait et nous avons fait connaissance à Kinshasa.
Je lui ai demandé de me permettre d'aller faire un reportage à Tchiboué, en Boujima, là où il y a sa STEAM aujourd'hui. Il y avait une entreprise, le nom va me venir rapidement. Donc, c'est lui qui me fait partir de Kinshasa jusqu'à Mboujimai. Et puis nous allons à Sengamine. Voilà le nom de Sengamine. Sengamine, ouais. J'ai fait donc un reportage en profondeur sur Sengamine, sur la production du diamant, sur l'impact du diamant dans l'environnement kassaïen, ouest kassaïen, sur et surtout sur les infrastructures et la contribution du diamant au pays. Je me rends bien compte que quand j'ai publié mon reportage, très peu de gens comprennent. Je me rends compte que le côté technique n'est pas une habitude, n'est pas accessible à la n'est pas accessible à beaucoup. Je garde donc au fond de moi une forme de désir d'approfondissement. Nous sommes donc aux années 2000, hein, 2002-2003. Et puis, plus tard, un jour, je rencontre une deuxième personne à qui je rends hommage aujourd'hui, un ingénieur civil, un ancien de la GECAMINE, qui vient me voir en tel A et qui me parle des mines et qui me dit, écoutez, je vous vois, je vous lis, il vous manque un petit quelque chose. Est-ce que vous ne pourrez pas développer cette compétence parce que votre interview, enfin, votre reportage sur Sengamine était un peu incomplet. Monsieur Raphaël Ngoï, pour ne pas le citer, il me permet donc d'accéder pour la seconde fois à une deuxième filière, c'est la filière cuivre-cobalt. Je ne voudrais pas ici faire une révélation pour dire que je suis quand même né à Kolwezi. Donc, c'est une ville minière. J'étais un peu habitué avec mon langage d'enfant au cuivre, au cobalt, etc. Et tout ça. Donc, je suis rentré par lui dans cette filière. C'est au bout de ce deuxième reportage que je vais faire en Zambie, à Bwanamukubwa, Andola. Je vais rentrer nous allons rentrer au Congo par Sakanya pour faire encore deux autres reportages à Lonchi. C'est à ce moment-là que je me rends compte effectivement que je suis appelé à mettre en place quelque chose qui réponde aux besoins du public. Ainsi, de 2005, nous avons donc mis en place le projet Géopolis qui va se matérialiser le 18 février 2006. Et d'ailleurs, c'est une coïncidence parce que pourquoi le 18 février alors que c'est le jour, une année de la promulgation de notre Constitution, mais c'était aussi mon anniversaire. Mais c'était les seuls jours disponibles au même link. Coïncidence. Voilà. Ah, donc, quand nous avons discuté avec les premiers sponsors que nous avons eus ici, c'était à l'époque Celtel. J'ai discuté avec Celtel, ils disent que nous allons vous aider à faire cette manifestation, mais le seul jour disponible, c'est les 18. Le 18 février, c'est quand même le jour où on reste à la maison, c'est mon anniversaire. Mais j'ai compris que non, mon anniversaire s'inscrivait dans mon devoir. Voilà un peu de manière ramassée comment est née cette circonstance. Mais pourquoi Géopolis? Parce que Géopolis est un néologisme. C'est géo. On va y revenir parce Voilà. que vous auriez tendance peut-être à avoir toute la parole. Alors, vous rencontrez quelqu'un qui vous amène à Sengamine et finalement Oui. c'est Gécamine qui vous bouscule, un ami Gécamine. À l'époque, il n'y a pas que Géopolis, il y a deux entreprises qui travaillent dans le secteur des médias, mais vous êtes le premier à choisir, en tout cas le plus connu, à choisir d'investir dans la spécialisation du secteur de la presse, où on connaissait la presse, c'était tout simplement de la politique, un peu du social, c'est beaucoup plus la politique. Et c'est parce que c'est votre formation d'abord comme économiste à l'université de Kinshasa et finalement vous terminez à l'IFASIC, l'Est ISTI, en journalisme économique, qui vous pousse justement à faire ce choix. Oui, il y a tout ça, cela, mais beaucoup plus parce que je suis un lecteur des mutations. N'oubliez pas, nous sommes en 2005, nous sommes dans la période 1+4. Sur le plan économique, sur le plan politique, nous sommes dans la saturation de l'info parce que nous venons d'une grande crise, d'une grande guerre. Et les hommes politiques sont réunis pendant beaucoup de temps à Sun City. Nous sommes donc dans une transition. Cette transition politique 1+4, elle est aussi une transition médiatique. Parce qu'en réalité, tout ce que l'on doit dire sur la politique est là, c'est saturé. Tout le monde est entré dans la politique.
je sens je comprends que l'enjeu du Congo, c'est le développement. C'est pas seulement la paix. Donc, après la signature de l'accord de Sun City, c'est maintenant le développement du pays. Et ce développement du pays va se baser sur quoi? Sur les mines qui sont la ressource principale du pays. C'est à ce moment-là que je me dis non, il faut accompagner cela. D'autant plus que le code minier est déjà en exécution et le premier projet qui est monté sur base du code minier, la première entreprise qui s'installe dans le pays parce que, ayant suivi toutes les étapes du code minier, c'est First Quantum. Et First Quantum, justement, c'est l'entreprise où travaille l'homme dont je vous ai parlé, l'ancien de la GKL. Voilà. Donc, je propose cela parce que je considère que le journalisme, à partir de 2005, survivrait grâce à la spécialisation. Vous n'êtes pas spécialiste d'une matière, eh bien vous êtes inaudible. On ne veut plus des gens qui pérorent du matin au soir pour raconter les gloires des individus. On veut des gens qui nous parlent des projets importants, surtout des sujets qui concernent la survie de la nation. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller dans le domaine économique, mais surtout dans le domaine des mines. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait personne. Nous avons créé Géopolis et quelques temps après, quand même, nous avons vu venir quelqu'un d'autre et je le remercie parce qu'il nous a été d'une source de motivation. C'est Mining News de notre confrère Fwamba, Frank Fwamba, qui a, lui, basé à Lubumbashi, a commencé un deuxième magazine, alors que nous étions à Kinshasa. À nous deux, nous avons commencé à couvrir l'ensemble de l'actualité économique et minière. Bon, avant de donner la parole à Théodore Ngandou, pourquoi Géopolis? C'est la question à laquelle vous vouliez Oui, répondre. je voulais déjà y répondre. Bon, ouais. Géo, c'est... Vous savez, quand on cherche un nom, il faut qu'il porte... Le nom, il est important parce que le nom véhicule l'essence des êtres. Quand on vous donne un nom, le nom est un programme. Dans le nom, vous avez la force de votre propre potentiel, mais vous indiquez la direction aussi. Alors, Géo, c'est la terre. C'est la terre, c'est notre terre qui est une terre excessivement riche, d'ailleurs pour laquelle nous souffrons même jusqu'à maintenant. Police, c'est la cité. Je parle ici du mot grec. Police, c'est la cité. Comment une terre aussi riche que le Congo peut porter une population aussi pauvre? Nous sommes donc partis de ce paradoxe congolais. Une terre aussi puissante, pourvue de ressources extraordinaires, devait générer une civilisation de prospérité et de richesse. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le Congo est parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est un paradoxe, c'est une question, ça interroge l'intelligence humaine. Et nous avons dit, alors nous allons mettre en place une structure, médiatique soit-elle, qui va essayer d'affronter les paradoxes congolais pour savoir comment est-il possible que les richesses du Congo ne profitent pas aux Congolais, que les richesses minières ne permettent pas une civilisation de prospérité. Voilà d'où vient le nom Géopolis. Pour nous, c'est un devoir permanent de lier le potentiel à la réalité, mais surtout aussi la gestion efficiente des ressources sorties de la terre. N'oubliez pas, pour qu'un diamant se forme dans le sol, il faut 1 million d'années. Alors quand quelqu'un prend un diamant dans le sol et qu'il l'utilise dans c'est toute la génération. C'est 1 million d'années de travail de la terre. Ouais. Quand il dilapide ça, la conséquence est grave. Voilà un peu Géopolis. Oui, mais, monsieur le DG, dans cette historique que vous venez tout à l'heure de nous retracer de manière un peu succincte, vous avez parlé d'un reportage que vous avez tourné à la Sengamine. Et à votre retour à Kinshasa, vous vous rendez finalement compte qu'il n'y a pas l'adhésion populaire à ces secteurs miniers. Et quels sont les premiers signaux que Géopolis a pu donner sur le marché de la presse congolaise pour arriver à s'affirmer comme cette presse précurseur dans le domaine de mines en RDC? Alors, notre premier numéro, je ne sais pas si on va le montrer, le premier numéro que nous avons publié de Géopolis, un magazine, était déjà révélateur de notre souci. Nous avons envoyé l'un de nos meilleurs, parce qu'il faut le citer, John Ngomba.
il était parti à Djokupunda. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Djokupunda, malgré que ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Djokupunda, c'est une petite cité dans la province du Kasaï central. Je crois, comme on n'avait pas encore réparti les provinces, je ne sais pas si c'est au Kasaï ou au Kasaï central. Mais Djokupunda, c'était une entité où il y avait une rivière qui avait plein de diamants. Et il y avait des investisseurs russes qui sont venus pour pouvoir investir dans Djokupunda. Et John Ngombo était parti à Djokupunda pour suivre ce travail-là des Russes. Et quand il est revenu avec ces éléments, nous avons fait une interview avec le directeur général du CAMI, à l'époque, Mupande, Félix Mupande. Nous avons donc combiné en même temps les informations sur le terrain, sur Djokupunda, pour voir l'impact de cette exploitation sur la vie des populations, sur les infrastructures, l'impact que l'État avait, le contrôle qu'il avait, parce que c'est des endroits très éloignés, là où il n'y a pas l'État, comment vous allez faire la traçabilité, et surtout pour pouvoir étudier la contribution des entreprises. De l'autre côté, nous avons fait parler le CAMI. Ce premier numéro CAMI qui est le cadastre minier. Oui, voilà. Ce premier numéro a été d'un grand impact parce que toutes les ambassades avaient demandé ce numéro. La première fois, nous mettions en lumière l'administration minière par l'attribution des carrés miniers, mais en même temps l'application de la loi par un investisseur que nous avons suivi sur le terrain. C'est ces trois choses-là en même temps qui ont créé l'attention, les désirs, parce que ceux qui voulaient connaître comment fonctionne la loi minière pouvaient lire Géopolis. Ceux qui pouvaient connaître qui sont les nouveaux opérateurs sur le terrain pouvaient lire Géopolis. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la floraison du numérique que nous avons ici. On a la connaissance à portée de main. On n'avait pas. C'était difficile d'avoir. On avait les portables, certes. Ouais. On avait les portables, les ordinateurs. C'était difficile que quelqu'un aille à un endroit et puisse prendre une photo avec un téléphone à distance. Non. Nous avions nos photos Polaroid que John Ngombo avait ramenées. Et d'ailleurs, c'était des photos que nous avons traitées pour pouvoir les mettre dans les magazines. La technologie numérique n'était pas encore au début. Et les gens donc avaient besoin du papier pour le lire. Les médias en ligne n'étaient pas encore mis en place. Donc, il est difficile de lire comme nous lisons aujourd'hui dans les téléphones. Et nous avons donc commencé dans ce contexte-là. Et déjà, à l'époque, nous sentions le besoin qu'un jour, il faudra que nous puissions allier, parce que moi, je venais quand même de la télévision, allier le magazine écrit à un récit audiovisuel. Donc, nous faisons aussi des reportages que nous mettons dans différentes chaînes de télévision. Alors, avec le temps, avec l'arrivée de beaucoup d'acteurs, Géopolis a été vraiment débandé. Entre 2006 et 2008, je peux dire que nous avons connu une apogée. Parce que nous étions partout où on avait besoin de nous et nous publions chaque mois un numéro. Vous publiez ce premier numéro qui connaît la sollicitation, qui donne de l'intérêt aux lecteurs, qui commence à s'intéresser au secteur minier. Mais vous êtes dans un pays où, quand un média est créé, quand un média existe, sur le champ, on doit chercher à savoir de quel côté s'alignent ces médias. Et là, nous parlons de la ligne éditoriale de Géopolis. Quand vous, en tant que fondateur de Géopolis, vous créez ces médias, ces groupes de presse, vous vous alignez à quoi? Vous êtes derrière quelle idéologie? Vous vous fixez quelle vision pour dire non, nous, on s'aligne derrière le pouvoir, derrière... comment vous faites pour y parvenir? Géopolis n'a pas su fabriquer autre chose que ce que moi j'avais comme valeur personnelle. Moi, j'ai choisi d'être un journaliste. Ceci a une implication majeure sur la conduite que je dois avoir en société. Le journaliste est au service de l'agora, ce qu'on appelle l'opinion publique, l'espace public. Nous répondons en tant que journaliste à un besoin fondamental, le besoin d'informer et d'être informé. Ce besoin est même constitutionnel, il est même dans les droits de l'homme. Tout à fait. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme a besoin d'être informé de ce qui se passe dans sa société pour qu'il prenne des décisions qui soient crédibles et surtout afférentes à ses propres intérêts.
Et pour qu'ils soient informés, il faut qu'il y ait des acteurs qui sont des industriels de l'information, qu'on les appelle les journalistes. Donc, un journaliste est au service de l'opinion publique, donc de l'intérêt général. Ceci, je l'ai compris très vite, très tôt, quand j'ai choisi le métier de journaliste. Et Géopolis, quand nous avons mis en place Géopolis, c'était tout à fait évident que nous ne pouvions pas être derrière des forces politiques. On ne peut pas être derrière une idéologie parce que nous ne faisons pas un combat politique. Je voudrais ici préciser que le combat politique, qui est noble par ailleurs pour certains, veut assez que l'on traite l'information, l'on traite les champs opératoires d'information parce qu'on veut obtenir une posture de décision. On veut arriver au pouvoir. C'est ça le combat politique. On se bat certainement pour faire passer ses idées, mais les idées en politique passent quand on a le moyen de les faire passer par le temps du pouvoir. Un organe de presse qui est dans le combat politique va certainement travailler pour que le groupe pour lequel il travaille accède au pouvoir. Nous avons dit non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous ne cherchons pas à accéder au pouvoir. Nous cherchons à ce que celui qui arrive au pouvoir puisse gérer les intérêts supérieurs de la nation. Donc, Géopolis est inscrit dès le départ comme un organe républicain. Nous croyons à la République. Nous croyons en ce que les acteurs politiques doivent être responsabilisés quant à l'enjeu du développement de la nation. Nous faisons donc un courroie de transmission entre ces populations pauvres dont nous avons parlé et les détenteurs du moyen de production dont nous avons parlé, qui sont les dirigeants. On n'a donc pas une ligne politique à défendre. La seule qui soit possible, c'est celle de l'intérêt général. Et nous pouvons déterminer facilement l'intérêt général. On n'a pas besoin pour ça de beaucoup de sciences pour savoir que l'intérêt du peuple, l'intérêt général, se situe à tel niveau. Voilà, nous avons donc commencé. Ceci n'a pas été facile. C'est une décision difficile. Parce que c'est une décision qui refuse la facilité. Et voilà, parce que c'était une décision difficile que vous avez pu prendre. Vous créez Géopolis dans un contexte aussi, vous savez, vous êtes chevronné de la presse congolaise, un pays où il n'y a pas de subventions pour la presse, un pays où les médias fournissent pas mal d'efforts pour arriver à exister, parvenir à produire un contenu attrayant. Et Géopolis, aujourd'hui, 19 ans, comment avez-vous tenu les coups durant 19 ans sans subvention de l'État? Quel a été votre secret? Quelles stratégies ont été mises en place pour arriver à tenir les coups pendant 19 ans? Vous avez de charges, le personnel à prendre en charge, les loyers, toutes ces charges. Mais un média privé créé par un citoyen congolais qui arrive à tenir les coups pendant 19 ans. Le secret? Il n'y a pas vraiment de secret. Je peux simplement dire que c'est l'élan de la survie. Quand on crée un média dans un contexte comme celui que vous venez de décrire, un média dans un contexte récessif, moi je savais que l'État n'allait rien me donner. Je savais que je n'allais pas aller dans les chapelles politiques. Je savais que je n'allais pas être un média porte-voix d'une tendance. Je le savais. Alors, il ne me restait qu'une seule voie, unique voie. Comment produire un contenu qui soit commerciable? Comment produire un contenu dont l'accès pourrait pousser les différents utilisateurs à une compensation financière? J'étais à Antenne A à l'époque, dans les mêmes contextes, médias privés qui ne m'appartenaient pas, mais qui n'étaient pas non plus alignés et qui devaient aussi produire de l'information et de la rentabiliser. Et c'est là où j'ai quand même fait référence à ma tendance à l'économie pour dire un produit qui a de la valeur, un produit qui correspond aux besoins réels de la population, ce produit finit par toujours être acheté. Comment faire de l'information économique une information stratégique? C'est cela que nous avons fait. Nous avons donc poussé davantage pour que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient des acteurs principaux
nous avons poussé pour que la visibilité autour de leurs activités soit un facteur de leur propre stratégie. Donc, j'ai donc, d'une manière ou d'une autre, créé ce que je peux appeler un pacte stratégique entre Géopolis, une structure d'information, et les différents opérateurs. Ça n'a pas été facile, mais nous nous sommes très bien compris. Ça veut dire que moi, je propose un contenu. Vous avez besoin de ces contenus pour que votre propre activité aille de l'avant. Ce n'est plus pas de la publicité, mais c'était, moi j'appelle ça de la visibilité rentable. Parce que si vous faites un reportage sur, je prends un exemple, nous sommes allés faire un reportage sur Kibali. Oui. Kibali, c'est très loin. Kibali, c'est dans les territoires Dans de les- Ouacha, de Ouacha. la province du Haut-Tuili. Vous voyez? Nous sommes à l'extrême nord du pays. Alors, vous voyez que c'est très loin de Kinshasa. Alors, si vous amenez ce que Kibali fait là-bas dans les Ouacha vers Kinshasa, quand Kibali vient ici pour solliciter un certain nombre de facilités avec l'administration minière, celle-ci est informée de ce qu'ils font Oui. par une source indépendante qui serait la presse. Et là, Géopolis a joué un rôle important. Nous avons joué un rôle important dans en fait, vous savez, les rumeurs ont beaucoup pris de place. Ouais. Les ennemis des uns et des autres ont créé de la manipulation en allant vers les faits, en les montrant, en éloignant les distances. Nous avons joué notre part du marché et le marché nous a été reconnaissant. C'est parce que c'était d'abord la première des choses. C'est vrai que c'était très bien au début, hein, jusqu'en 2008, quand il y a eu la crise Financière mondiale. Ouais. Et la plupart des investisseurs ici avaient levé leurs fonds sur le plan mondial. Donc l'impact sur leur propre budget était très, très, très certain, très fort. Et à partir de 2008, nous avons donc commencé à ramasser les difficultés. Et nous sommes donc dans un mode de survie. Et ce mode de survie, si nous étions les seuls, nous pourrions dire, bon, nous sommes dans la malchance. Mais c'est un mode qui est général à toute la presse. La presse congolaise, ce n'est pas le lieu de le dire ici, mais j'ai toujours dit ça, la presse congolaise n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle, de la part de l'État, Subventions, au-delà de la subvention, c'est dont facilités aussi. ce dont la presse a vraiment besoin, c'est la mise en place d'un écosystème économique. Vous voyez, je donne l'exemple. Hein. Si vous voulez acheter, vous voulez faire les transports dans Kinshasa, vous allez acheter un véhicule. Vous allez sur Internet, vous regardez, il y a un IST, tout ça. Vous achetez le véhicule, vous l'amenez ici, vous payez la douane, vous payez au niveau de la DGI, vous avez la plaque, vous avez votre véhicule. Mais pourquoi vous faites les transports? C'est parce que vous savez qu'il y a des routes. Vous savez qu'il y a une population qui vient se transporter. Il y a des bonnes routes ou mauvaises, mais en tout cas, il y a des routes. Vous savez qu'il y a des stations d'essence. Vous savez qu'il y a des garages. Vous savez que si je roule sur la route de Kinshasa, j'aurai des clients. Si j'ai une panne, il y aura un garage. Si j'ai une panne sèche, il y aura une station. L'État a investi, avant que vous ne commenciez votre activité, dans une infrastructure qu'on appelle l'écosystème de l'activité. Cette infrastructure-là préexiste à votre activité. Oui. C'est ça même le rôle de l'État. L'État fait des routes, l'État fait des chemins de fer, l'État fait des bâtiments et les gens viennent. L'État peut faire un marché comme on a fait le marché Zando ici. Les gens vont venir avec l'ensemble de leurs activités à l'intérieur d'une infrastructure préalable à l'activité. Maintenant, le domaine de la presse. Quelles sont les infrastructures préalables à l'activité de la presse? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'État, malheureusement, la presse dans notre pays, elle existe comme une forme d'excroissance de la politique. C'est un prolongement de l'action politique des uns et des autres. Et bon, voilà, d'ailleurs, on ne les appelle même pas des investisseurs. Tout le monde voudra avoir une presse à On n'appelle pas, son on appui. les appelle pas des investisseurs, on les appelle des promoteurs. Comme on fait la promotion des magazines, ce sont des promoteurs. Ils font une promotion d'une Alors que ce activité. sont des entreprises qui devaient vivre, devaient vivre, avec une régie Une publicitaire. régie publicitaire qui pouvait- Voilà, parmi les infrastructures préalables, il y a la régie publicitaire. Ça veut dire toutes les entreprises qui sont dans le pays votent un budget de publicité.
ce budget-là est versé à la régie publicitaire. Maintenant, celle-ci maintenant regarde audimat, spécialité, régularité, légalité même. On concède à chaque média selon quelque chose. De ce qu'il représente, dans l'opinion. Voilà. Cette régie devait être mise en place par l'État congolais. Je parle par exemple des infrastructures notamment techniques comme les studios. Pour faire un studio de télévision, on n'a pas besoin. On importe. Les caméras sur lesquelles nous sommes en train de travailler aujourd'hui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un investissement dans le domaine pour dire voilà, quand il y aura de la télévision ici, tous les journalistes vont aller vers tel fournisseur que nous avons aidé à s'implanter en tant que l'État. Parce que nous savons que le jour où il y a de la presse, ils vont s'approvisionner là-bas. Autant pour les papiers, autant pour les autres éléments qui interviennent. Parce qu'il n'existe pas d'investissement préalable, la presse est une activité de survie. Alors, vous êtes certainement un homme de médias, un enseignant aussi, un promoteur, entrepreneur, Monsieur Kalingai. Alors, on parle du positionnement politique du média. Aujourd'hui, Géopolis, c'est connu, comme vous venez de le dire, et incarne justement ce que vous êtes vous-même. On voit Willy Kalingai qui survit à tout le bouleversement politique, que ce soit majorité comme opposition. À un moment, on vous reproche à un certain moment d'être proche de tout le monde. Et finalement, vous n'êtes proche de personne parce que personne n'a été avec vous et physiquement. Comment faites-vous pour vivre dans cet écosystème sociopolitique du pays? C'est un choix, je vous ai dit, c'est un choix. Et certains disent même que Willy Kalingai est imprévisible, on le sait, où il se situe où. Bon. Oui, parce que justement, on attend du journaliste qu'ils jouent le rôle qu'on leur attribue. Non, les hommes politiques congolais n'ont pas inventé le journalisme. C'est pas une invention congolaise. Le journalisme est un métier noble qui traverse les frontières, qui a été codifié, qui a été au cœur même de la civilisation humaine. Ce métier, quand vous adhérez à une échelle de valeurs. Ces valeurs-là, elles vous imposent en tant que citoyen, en tant que journaliste, le respect de l'éthique, d'une éthique, donc d'un comportement social et de la déontologie, qui sont les règles de bienséance. Alors, nous servons l'information, mais nous servons, je vous ai dit tout à l'heure, notre horizon, c'est l'intérêt général. Notre horizon. À partir de ce moment-là, nous sommes à égale distance de tous les acteurs. Et tous les acteurs, tant qu'ils respectent le cadre dans lequel s'exerce la vie publique et la vie officielle, Géopolis va aller de l'avant. Il est vrai que on parle de positionnement parce qu'on a instrumentalisé les médias. On en a fait des chiens de garde, on en a fait des mercenaires, on nous a clochardisés au point de nous faire dire des choses incompatibles à notre propre identité. Mais moi, je ne condamne personne. Je considère que c'est un métier de liberté, c'est un métier libéral. Chacun, selon sa conscience, évacue ses propres frustrations en exerçant le métier selon qu'il pense qu'il l'exerce bien. Mais ce que je demande, c'est simplement que dans toute cette confusion, dans toute cette diversité, il faut accepter qu'il y ait des journalistes qui ne sont que des journalistes. Il y en a beaucoup que je connais, qui ont aimé ce métier, qui l'aiment davantage et qui n'attendent qu'un moment pour exprimer ce travail. Parce qu'un journaliste travaille pour l'édification de la conscience collective. Les informations que nous donnons fortifient l'attachement des sociétés à l'endroit de leurs intérêts majeurs. Alors le travail que nous faisons, nous avons conscience qu'un peuple bien informé, c'est un acteur majeur du développement. Et pour ça, c'est un travail interne, c'est quelque chose qui est presque épistémologique. Alors, ils sont très nombreux, ils sont des centaines de milliers de gens qui pensent comme je pense. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement qu'on leur laisse le temps de fonctionner. Alors pour fonctionner, nous en tant qu'entreprise de presse, pour que nous soyons vraiment, véritablement au service de l'information, en tant qu'entreprise de presse, nous devons avoir accès au crédit. Nous devons acheter nos matériels en allant dans une banque. On n'a pas besoin d'aller à l'intérieur
chez un homme politique pour qu'il vous donne des moyens, pour que vous allez acheter du matériel. Une banque peut aussi considérer l'activité de communication comme une activité de rentabilité. Ouais. Parce que si nous avons aujourd'hui, grâce au numérique, nous avons aujourd'hui l'espace mondial. Donc nous ne pouvons plus nous arrêter à 400, 500 exemplaires par édition. Aujourd'hui, nous pouvons faire un journal comme Géopolis Hebdo que j'ai vu, et puis après un mois, vous voyez que ça a touché 1 million d'individus. Vous voyez? Donc nous avons changé les paradigmes. Il faut que l'on permette aux journalistes de travailler à la rationalisation de leurs propres projets et de nous permettre d'accéder au crédit et de produire un produit consommable. Ceci est faisable et je pense que ce n'est pas demain, ce n'est pas trop tard. Alors, je vous redonne la parole, Monsieur Mpompa Théodore. Alors, la géopolitique, c'est aussi une question d'actualité. Vous avez inventé les médias dans les secteurs de l'industrie extractive. On a parlé de l'actualité économique, surtout dans les mines. La RDC est aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'introduction, que le pays est frappé justement à cause de ces multiples richesses qu'il dispose un peu dans son sous-sol. Est-ce que vous sentez une responsabilité de la part de votre entreprise dans ce contexte particulier qui est le nôtre en termes de l'information responsable dans ces secteurs miniers, parce qu'on parle justement de ces mines pour lesquelles la RDC est en train d'être agressée régulièrement? Oui, nous avons déjà depuis quelques années dévoilé l'enjeu. C'est dans Géopolis, quand vous allez lire les archives, nous avions dévoilé l'enjeu parce que nous avions constaté une coïncidence malheureuse entre deux cartes. Nous avons remarqué que la carte des conflits en RDC était malheureusement presque la même que la carte minérale. Donc la minéralisation du pays suivait une certaine courbe. Mais quand on prend cette minéralisation, on la transpose à la carte des conflits, on se rend compte que les conflits étaient souvent situés aux endroits où il y avait des minéraux. C'est dans Géopolis que nous avons dévoilé cela. Nous avons dévoilé aussi qu'avec les différentes transitions que nous avons, la transition énergétique, la transition numérique, la transition climatique, nous allions connaître une demande accrue des minéraux rares, ce qu'on appelle les métaux rares, et surtout des minéraux stratégiques, et que la pression allait s'exercer sur le pays de manière exponentielle. Nous l'avons dit déjà à Indaba 2008, 2009, voire même 2019. Nous avions compris que le monde avait besoin des minéraux, l'industrie internationale avait besoin des minéraux qui se situaient au Congo, dans notre pays, et que d'une manière ou d'une autre, le pays allait subir une pression sur ses ressources naturelles et que le pays devait se préparer à y donner une réponse rationnelle et favorable. Nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous constatons effectivement que ces minéraux sont à l'origine de toute cette agression dont les pays souffrent aujourd'hui. Nous constatons aussi que les minéraux sont à l'origine de la confusion générale dans le monde parce que la force des minéraux, la force des multinationales a fini par paralyser les systèmes des Nations Unies qui aujourd'hui est incapable de prendre des décisions. Vous vous rendez compte? C'est parce que justement, les structures internationales, Nations Unies, Union africaine, Union européenne, ce sont des paravents. Derrière toutes ces structures internationales, il existe des forces économiques puissantes, des multinationales, et même des individus qui sont devenus aujourd'hui plus puissants que les États, incontournables, plus puissants que les structures internationales. D'où il faut identifier ces personnes, il faut identifier ces gens. Et nous, en tant que presse spécialisée, nous ne laisserons pas de dévoiler les enjeux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas régler une question parce que le Conseil de sécurité l'a décidé. Parce que lui-même, le Conseil de sécurité a des difficultés pour asseoir ses propres marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre sont limitées parce que nous avons un gouvernement mondial qui existe au travers des puissants qui ne sont pas eux
dans les structures de Oui, l'État. on l'a vu Voilà. même aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Voilà. Un multimilliardaire Elon Musk qui fait presque la loi maintenant aux États-Unis. Vous avez vu que dans le bureau du président des États-Unis, Elon Musk était à côté avec son enfant sur les épaules. Effectivement. Vous voyez, donc, nous sommes dans un monde qui est comme ça. Et le Congo doit augmenter en tant que pays son niveau de compréhension stratégique. Parce que la réponse que nous allons formuler à l'égard de l'agression, à l'égard de la guerre, à l'égard des difficultés que nous avons, elle doit être à l'aune de notre compréhension du véritable enjeu, parce qu'il faut identifier les vrais acteurs derrière les prête-noms, derrière toutes les personnes qui se battent. Voilà un peu. Et Géopolis nous a permis de le comprendre parce que au fil des temps, nous avons des infos, nous comprenons, nous lisons et nous mettons tout cela à la disposition de notre pays en espérant que la classe politique va être à la hauteur. Est-ce que c'est cette même motivation, c'est mobile qui vous a poussé je ne dirais pas basculer, je dirais tout simplement faire un pas de plus? Vous aviez au départ un magazine qui publiait des infos dans le secteur économique et dans le secteur minier. Après quelques années, vous avez un hebdo, un tabloïd. Pourquoi créer un tabloïd alors qu'il y avait déjà un magazine qui pouvait publier? La réponse est simple. Et aujourd'hui, la télévision, Ouais. qui vous reçoit aujourd'hui. En 2009, non, en 2011, parce que le tabloïd est venu en 2011, nous avons compris qu'il y avait un problème pour préserver le cahier des charges de Géopolis Magazine. Nous devions éviter les questions politiques, Ouais. qui étaient des questions liées aux individus, au groupe, etc., d'intérêt, parce que nous avons voulu garder Géopolis Magazine dans son élan premier, notamment un magazine sur les activités extractives. Ouais. Alors, en 2011, il y a eu une pression, énorme pression, pour les élections, deuxième tour des élections, donc deuxième cycle électoral en 2011. La pression était telle que on nous demandait carrément de contribuer par l'information à l'éveil de la conscience citoyenne. C'est comme ça qu'on a dit, bon, on ne va pas mélanger les deux, Ouais. nous allons mettre en place un tri hebdomadaire qui va lui être un peu généraliste, qui va reprendre le Informations désir politiques, politique aussi, tout en gardant la neutralité éditoriale qui est la nôtre, mais en ayant comme horizon, je vous ai dit, l'intérêt général. Eh bien, ça s'est passé 2011 jusqu'à 2019, 8 ans, nous avons travaillé sur les deux numéros. Évidemment, en 2018-2019, on s'est rendu compte que l'image redevenait davantage puissante parce que les médias, les téléphones maintenant pouvaient transporter l'image. Aujourd'hui, la télévision telle qu'elle était, elle était dans une grande mutation. L'Internet s'est imposé, les réseaux sociaux sont entrés en jeu. Comment nous survivons à tout cela? Eh bien, nous mettons aussi la quête de l'image, nous mettons une télévision en place. Nous avons bénéficié de la mutation vers la TNT, parce que ce n'était pas facile. Avant, il était impossible que nous, des gens comme nous, sans moyens, puissions avoir une télévision. Ici, on demandait plus de 200, 300 000 dollars pour pouvoir déposer un fisc. La TNT a permis à ce que d'autres nouveaux acteurs arrivent, et nous avons dit, nous avons Géopolis Magazine extractif, Géopolis Hebdo, information générale, mais nous situons maintenant au niveau de l'Afrique. Donc, la télévision, elle est dans les profondeurs de l'économie africaine. Nous avons compris qu'il y avait un lien entre l'économie congolaise et l'économie africaine qui doit s'intégrer pour faire un grand marché africain. Voilà, le message est passé. On ne sait pas vous retenir si longtemps, surtout que vous êtes un bon orateur. Alors, on a compris, si on vous donne la parole, on va s'éterniser. On a parlé de Géopolis Hebdo, Géopolis Magazine. Nous avons aujourd'hui la télévision qui est le prolongement justement de Géopolis. Est-ce que M. Kalingaï, aujourd'hui, avec toutes ces évolutions, quelles sont vos perspectives d'avenir dans ces groupes de presse qui est Géopolis Forum? Moi, je voudrais qu'il passe de ma main vers des consciences chargées. Consciences chargées de quoi? Des responsabilités. C'est vrai qu'on en a été à l'origine, mais une œuvre ne prospère, ne devient puissante que si elle est appropriée par plusieurs. Je suis content déjà que vous êtes là, vous êtes en train de m'interroger. Je me vois dans quelques années
mais retirez, parce qu'il faut quand même d'une manière ou d'une autre que ça prospère. Ça prospérera comme si moi je suis tout le temps là. Donc il faut à un moment donné que je pense à autre chose. Et la perspective d'avenir, il y a un quatrième produit qui arrive. Hein. Nous, je pense que l'expérience de presque 20 ans maintenant des Géopolis, en tant que média, en tant que centrale de connaissances et des données, nous permet d'avoir la légitimité pour passer à l'écriture. Donc, dans les quelques semaines, d'ailleurs, nous sommes presque en train de le faire, je voudrais l'annoncer, Géopolis va aussi mettre en place une édition des livres. Nous estimons que l'expérience de journaliste ne doit pas s'arrêter à raconter simplement des choses au quotidien, mais nous avons aujourd'hui le devoir de profondeur. Nous devons rentrer dans notre histoire, raconter l'histoire de ce pays, raconter l'histoire des hommes de ce pays et mettre à la disposition des générations futures un matériau qui soit impérissable, notamment comme les ouvrages. Le premier livre d'ailleurs va sortir d'ici le mois de juin, qui est écrit par un journaliste de Géopolis, et ainsi de suite. Je vous invite tous, en tant que journalistes, à mettre la main à la pâte pour écrire, pour aller approfondir, parce que c'est le manque d'approfondissement des dossiers qui, malheureusement, favorise la superficialité des décisions. Voilà un peu la perspective. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que l'édition, on part sur le plan technique, vous êtes sur TNT, vous êtes dans beaucoup de plateformes de diffusion, mais il vous manque encore un atout aujourd'hui, CanalSat, pour ne pas faire sa publicité, donc il faut élargir, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres oui, visions. Vous savez, nous sommes aujourd'hui sur le TNF. TNF, c'est une vision mondiale. Vous pouvez aujourd'hui me suivre partout, nous suivre partout. C'est vrai que CanalSat a une forme de supériorité puissante dans le pays parce que nous sommes dans le monde francophone. Nous pensions y entrer déjà en 2024, mais les démarches ont été relativement freinées par les conditions générales parce qu'il faut d'abord exister en tant que média légalement établi avec les impôts, tout ça. Nous l'avons fait. Il faut maintenant avoir un soubassement financier important pour passer de l'autre côté, mais ce qui manque beaucoup plus, c'est d'abord la production locale. Il faut que nous montrions à l'international, nous devons montrer des choses congolaises, nous devons avoir des productions en interne, au moins minimum 80%. C'est cela qu'il faut. Donc nous sommes dans la phase de la production des magazines, des enquêtes, des documentaires. Quand nous aurons un stock relativement suffisant, nous pourrons maintenant passer à CanalSat. Alors, Willy Kayenglai, il n'est pas seulement qu'un journaliste, je le disais tout à l'heure, un formateur, l'ours même de votre journal Géopolis. Je ne crois pas qu'il y a 19 ans, il y a aucun nom à part le vôtre. Hein. Il n'y a aucun nom qui est ici d'une personne qui a été avec vous au début. Aujourd'hui, les agents, les anciens de Géopolis sont devenus les directeurs de cabinet, de ministres, d'autres les directeurs généraux dans les entreprises publiques. Et comment ça vous fait? Quelle fierté vous avez aujourd'hui d'avoir été... J'ai une grande joie. J'ai une grande joie. Moi, je suis une station d'escale. Hein. Je le dis toujours. Vous savez, quand il pleut sur Victoire, nous allons tous nous abriter sous la station d'essence, là, hein, en attendant que la pluie se termine. Alors moi, Géopolis, c'est un peu la station d'essence en attendant que la pluie ne cesse et puis les gens continuent. Et en 20 ans, je crois que Géopolis a brassé, je peux dire comme ça, autour de 500 intelligences. En tout cas, ceux qui sont venus ici, Internes comme externes. Qui brillent même, qui brillent partout. Ils ont été dans nous avons chaque année, nous avons autour de 40 personnes chaque année. Donc quand vous comptez, qui se remplacent régulièrement. Les tout premiers que nous avons connus sont déjà aujourd'hui très loin dans les structures. Beaucoup sont, d'ailleurs, quand je pars souvent dans certaines structures de l'État, ici je pense par exemple à la RSP, j'arrive à la RSP, je veux que le DG me reçoive. Bon, je traîne un tout petit peu, c'est une dame qui vient me voir, mais monsieur Kalenga, quittez ici, venez vous asseoir dans les grands salons, je me sers dans les salons, et finalement, elle me dit, non, vous savez, pourquoi j'ai fait ça? Je dis, non, pourquoi madame? Peut-être non, parce que j'ai été agent de Géopolis à Lubumbashi. Donc, il y a 17 ans, j'ai une étudiante, vous m'avez engagé à Lubumbashi, j'ai travaillé, c'était mon premier travail. D'ailleurs, mon CV, dans ce travail, a compté pour la suite.
Aujourd'hui, je suis assistant principal au niveau de l'ARSP. J'en connais beaucoup comme ça. Ça me fait bien, je suis content parce que je sais que je peux évoluer dans un monde où comment dirais-je, des personnes qui ont la même vision que moi ont pu évoluer. Je suis content. Vous, d'ailleurs, ici, Vous n'avez pas été seul, vous le dites, dans ces combats, dans cette bataille qui a imposé aujourd'hui la marque Géopolis. Parce que moi, j'ai toujours dit, même aux confrères, que Géopolis est devenu aujourd'hui une marque qu'il faudra préserver et surtout assurer son avenir. Et un message particulier à tous ces collaborateurs, ces agents de Géopolis qui des années, certains sont partis, il y a ceux qui sont là, les jeunes qui reviennent aussi. Et dans un environnement comme celui-ci où la prise en charge de journalistes, des agents dans leurs propres médias devient un peu difficile. Mais Géopolis parvient quand même à... Il y a des médias qui licencient jusqu'à 90% du voilà. personnel. Mais Willy Kalengai des grands médias aussi qui ont disparu. maintient un personnel qui est quand même vous en savez, place. Moi, je n'appelle pas ça le personnel. C'est vrai, c'est les termes consacrés, mais moi, ce sont des collaborateurs, des compagnons. Nous sommes dans un voyage. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que la hiérarchisation des rapports humains n'est pas mon fort. C'est vrai que c'est difficile de vivre ensemble quand on n'a pas de moyens. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas de subventions. Mais j'ai toujours dit que faisons comme l'univers le fait. L'univers utilise toute sa force pour résoudre les problèmes d'une personne, d'un individu. La société Géopolis doit utiliser aussi toute sa solidarité pour à chaque fois regarder problème par problème, individu par individu. Aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui a un problème à Géopolis, tout Géopolis vient autour de la personne pour régler cela. Ainsi, la précarité de l'environnement, nous y faisons face par la solidarité de nos comportements et surtout par l'entraide mutuelle. Moi, je fais un maximum, mais je demande aussi à tous les agents de faire un maximum. Nous traversons un tunnel de précarité, certes, mais sachez qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Je demande donc à tous les agents de Géopolis de se serrer les coudes, d'être solidaires. Parfois, quelqu'un n'a pas de transport, donnez-lui un peu ce que vous avez. Demain, il vous donnera. Cette solidarité nous a permis de vivre jusqu'aujourd'hui parce que j'ai conscience que ce qu'ils reçoivent n'est pas suffisant pour qu'ils tiennent le coup. J'ai conscience de cela. Mais ils savent aussi que leur chef fait tout ce qui est possible pour que les choses puissent changer. Voilà ce que je peux dire. Voilà, malheureusement, je ne saurais plus vous donner la parole. Je pose la question, il a parlé que des autres, il n'a pas parlé de lui. Monsieur Kalengai, aujourd'hui, 18 février, vous avez 57 ans et finalement bientôt 60 ans, un intellectuel chevronné, ça c'est pas discutable, donc c'est éprouvé. Et aujourd'hui, beaucoup vous voient et d'autres me disent votre professeur. Donc, on croit vous un professeur d'université quand vous apparaissez à la télévision. Vous ne pensez pas à un certain moment de pouvoir écrire des mémoires, soit vous concentrer dans une carrière scientifique. Surtout que vous basculez bientôt aussi dans une carrière scientifique. Vous avez compris. Une carrière scientifique certaine. La carrière scientifique, c'est trop tard. Vous savez, je parle de recherche parce que sûr, vous êtes dans ça. L'écriture, l'écriture, la pédagogie. Vous savez, j'aime bien transmettre, mais ce qui est important, j'ai toujours pensé que après mes études universitaires, j'aurais pu aller être chercheur à l'université, devenir professeur, mais je me suis toujours projeté comme un pionnier dans les choses non encore mises en place, explorées. J'ai toujours pensé que j'avais la capacité d'explorer des nouveaux horizons et de mettre des signes, des pistes pour que derrière moi d'autres puissent venir. Je voudrais vous informer que c'est en arrivant à Antenne A que j'ai exploré pour la première fois le journal télévisé sur une chaîne privée. Il était interdit, il n'y avait que la RTNC qui faisait le journal. Donc le premier projet, et même pour la rentabilité du journal télévisé, je ne me vante pas de cela, mais je préfère le dire, c'est moi quand même qui ai mis en place les systèmes de frais de diffusion.
Et parce Ah que bon? Antenne 1, c'est le pionnier justement Bien sûr, les frais de de diffusion, télévision donc, aujourd'hui, privée. toutes les chaînes se Ouais, ouais. répartissent. L'élément ne peut pas passer si les frais ne sont pas Voilà, payés. donc j'ai dû inventer comment faire, parce qu'on nous avait appris que l'information était gratuite à la télévision. Comment vous allez faire, sinon vous allez disparaître. Ouais. J'ai mis en place la notion de frais de diffusion qui aujourd'hui est reprise même au niveau de la chaîne Et nationale. beaucoup de chaînes de télévision tiennent le coup grâce à Grâce aux ces frais de modèles-là. diffusion. C'est ce Oui. modèle économique Oui. qui a été le nôtre à l'époque d'Antenne A et qui a aujourd'hui vulgarisé, ça me fait plaisir. Quand vous arrivez au niveau évidemment, on va parler totalement de géopolitique aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je suis en train de développer une autre activité essentielle, c'est l'activité du numérique. Donc, vous parlez de la société de La promotion société de numérique. promotion numérique, nous allons nous consacrer, d'ailleurs beaucoup plus de temps vers les années qui arrivent, vers les jours qui viennent, nous allons nous consacrer à la promotion du numérique parce que, et c'est un secteur nouveau, nous pensons que notre pays doit être impacté. Autant nous avons été impactés par les mines qui nous ont permis jusqu'à atteindre 16 milliards de dollars de budget, aujourd'hui le numérique va nous permettre d'atteindre 100 milliards de dollars de budget si les réformes nécessaires, si les décisions nécessaires, si la population est initiée au numérique. Et nous travaillons pour cela. C'est mon nouveau challenge. Voilà beaucoup, merci beaucoup, Monsieur William Albert Kalingai, un entrepreneur chevronné, journaliste, une star de la télévision congolaise. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de l'équipe de Géopolis pour ce spécial 19 ans. Géopolis, aujourd'hui c'est votre anniversaire également. On vous souhaite bon anniversaire d'abord aussi de la constitution de la RDC. Et un homme de talent, on l'a dit, qui a beaucoup d'inspiration, beaucoup encore à donner. Il a formé des millions, il a parlé même de plus de 500 personnes qui sont brassées par lui, qui sont passées entre semaines. Nous autres ici aussi, nous sommes ses produits. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Géopolis et avoir accepté, avoir consacré vos temps devant les écrans, les petits écrans, pour suivre cette édition spéciale. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Théodore Ngandou qui m'a accompagné dans la co-présentation de cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Joyeux anniversaire à Géopolis, joyeux anniversaire à la Constitution de la RDC, joyeux anniversaire à William Albert Kalingai, patron de Géopolis. Merci beaucoup. Merci.